Bonjour à tous. Bienvenue sur cette deuxième conférence sur le bien-être. Est-ce que déjà tout le monde m'entend bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le niveau du son est bon? Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Christine Briand, donc je suis ingénieure développement sur le bien-être à l'IFCE. J'ai une formation de vétérinaire et une formation universitaire en biologie. Et je travaille actuellement à l'INRA de Tours sur le comportement et le bien-être du cheval. Et je suis dans une équipe qui travaille sur le comportement animal. Voilà, donc on va commencer maintenant la webconférence. Ok, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais juste faire un petit rappel sur le début donc, de la webconférence qui était destinée aux deux conférences en question. Je vais aller peut-être un petit peu vite et éventuellement s'il y a des choses que vous n'avez pas trop bien comprises, vous pourrez retourner voir dans la webconférence d'il y a 15 jours. Alors, le bien-être, pour parler des indicateurs de bien-être, il faut tout d'abord savoir ce qu'est le bien-être. Donc, le bien-être, la définition scientifique, c'est un état de complète santé mentale et physique de l'animal. Donc, ça s'applique aux chevaux, mais également aux autres animaux, qui découle de la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux essentiels et de ses capacités à s'adapter à son milieu. Alors, les besoins physiologiques et comportementaux essentiels, ils se déclinent selon les 4 grands principes du bien-être, qui sont l'alimentation, la santé, l'hébergement et le comportement, avec une limitation des stress. Alors, on va mettre à disposition du cheval un environnement satisfaisant en matière de bien-être. Donc ça, c'est la bientraitance. Et on pourra évaluer cet environnement à partir d'indicateurs environnementaux. Donc, premier type d'indicateur. Mais le bien-être, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, le cheval va percevoir et évaluer à travers ses émotions cet environnement et cela définira ou pas son bien-être. Et il va nous le dire par l'intermédiaire de réponses qu'on appelle indicateurs relatifs à l'animal ou indicateurs animal centrés. Donc cette perception de l'environnement, elle va dépendre d'un certain nombre de facteurs, donc que vous avez là sur la diapositive, que je ne vais pas détailler maintenant, et elle est modulée négativement par le stress. Alors, on a là un tableau qui représente les grands principes du bien-être et les 12 critères qui y sont associés. Donc ce tableau, en fait, il a été évalué dans le cadre d'un programme de recherche sur les animaux d'élevage. Ce programme s'appelait le Welfare Quality. Et donc c'était dans le cadre d'un projet européen, l'objectif étant d'établir un outil d'évaluation globale du bien-être pour les élevages de bovins, de porcs et de volailles. Mais bien sûr, c'est également applicable aux chevaux, puisque vous voyez que tous ces critères sont très généraux. Alors, on a vu il y a 15 jours les deux premiers principes, l'alimentation et l'hébergement. Et on va voir aujourd'hui les principes 3 et 4, que sont la santé et les comportements. Donc, les 3 critères qui sont relatifs à la santé, c'est l'absence de blessures, l'absence de maladie et l'absence de douleur, notamment causée par l'utilisation. Et les 4 critères qui sont relatifs au comportement, c'est la possibilité d'exprimer les comportements sociaux, les autres comportements de l'espèce, la relation homme-cheval et les émotions et les états émotionnels. Alors, donc je vous l'ai dit, on évalue le bien-être à l'aide d'indicateurs relatifs à l'animal d'une part. Donc ces indicateurs, ils peuvent être zootechniques comme le poids ou la production de lait, ils peuvent être sanitaires comme les blessures, comportementaux comme les postures ou physiologiques comme le rythme cardiaque. Et les indicateurs environnementaux, c'est tout ce qui a trait à l'environnement, mise à disposition d'eau, du logement, etc. Mais il faut savoir que ce domaine des indicateurs est un domaine de recherche très évolutif et que régulièrement, les scientifiques nous proposent de nouveaux indicateurs.
Bonjour. Christine a des problèmes de connexion apparemment. Ne vous inquiétez pas, elle va se reconnecter et revenir très vite. En attendant, vous pouvez consulter la conférence 1 si vous le souhaitez. Vous pouvez déjà regarder éventuellement le document qui est proposé pour ceux qui n'ont pas assisté à la première. Voilà Christine. Tout va revenir dans l'ordre. Voilà. Bon, c'est bon là, est-ce que vous m'entendez cette fois? Bon, je suis désolée, j'ai eu une coupure. Voilà, j'ai eu une coupure d'internet, il a fallu que je reconnecte tout. Donc j'espère que ce sera la seule de la soirée, parce qu'à la fois pour vous et comme pour moi, c'est pas très agréable. Bon, donc je reprends nos indicateurs. Donc nous allons donc utiliser plusieurs indicateurs pour évaluer le bien-être, qui vont être intégrés dans ce qu'on appelle un protocole d'évaluation. Et donc là, pour les chevaux, on en a plusieurs qui sont disponibles. Un premier, le Awin Horse, qui a été élaboré dans le cadre d'un gros programme européen, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, et donc je vais reparler aujourd'hui. Un autre protocole donc élaboré par une université qui est un petit peu plus complexe à utiliser. En France également, il y a le protocole de l'AVEF, Association des vétérinaires équins français, qui est utilisé par les agents de la Ligue française de protection du cheval. Et donc, il est disponible sur demande aux adresses que j'ai indiquées sur la diapo. Par ailleurs, on peut trouver également des protocoles pour les équidés de travail, notamment utilisés dans les pays en voie de développement, donc qui ne sont pas aussi bien validés que les précédents protocoles que je vous ai cités, mais qui sont néanmoins utilisables. Et par contre, pour le cheval au travail, il n'y a pas encore de protocole. Néanmoins, on a des indicateurs et donc je vous proposerai à la fin du trimestre une webconférence sur les indicateurs du cheval au travail. Alors maintenant, on peut attaquer les indicateurs, donc dans l'ordre des critères que je vous ai annoncé tout à l'heure. Alors, premièrement, absence de blessure. Bon, ça c'est assez facile, hein. On a des indicateurs relatifs à l'environnement. Donc, tout ce qui est trait à la sécurité de locaux, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, pour les sols, les cloisons, les matériels, et particulièrement pour les clôtures. Donc, ça fait partie de ces indicateurs. Donc, les clôtures doivent être sécurisées, non dangereuses, et donc ne pas permettre aux chevaux de s'échapper. À noter que les fils de fer barbelés sont interdits dans les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés. Ça, ce sont donc les indicateurs de l'environnement. Et on a des indicateurs centrés sur le cheval, avec donc tout ce qui est altération de la peau. Alors, on comprend également les poils blancs, donc, qui correspondent à d'anciennes lésions, mais effectivement, elles peuvent indiquer un certain nombre de choses s'il y en a beaucoup sur un cheval. Et du moins grave au plus grave, hein, l'absence de poils et les lésions de la peau. Les zones enflées également, qu'elles soient articulaires ou pas, font partie de ces blessures. Une boiterie également et l'état des sabots seront des indicateurs dans ce domaine-là. J'ai mis entre parenthèses d'autres indicateurs qui sont dans le protocole AWIN, les prolapsus, en sortie d'un organe par un orifice naturel, bon, sachant que c'est quand même pas très fréquent. Alors maintenant, on aborde l'absence de maladie. Donc là, attention, hein, il s'agit de détecter la présence éventuelle d'une maladie, mais pas de l'identifier, on n'est pas des vétérinaires. L'objectif, c'est éventuellement de voir des signaux d'alerte. Donc là, on a pas mal d'indicateurs, à la fois des indicateurs aigus, c'est-à-dire qui vont arriver d'un seul coup, et des indicateurs plus chronique. Alors, en tant qu'indicateur plus chronique, on a l'état du poil, c'est-à-dire un cheval qui a un poil piqué, terne, ça peut être un indicateur de maladie chronique. Maintenant, on va voir des indicateurs, je dirais, un petit peu plus aigus. Alors, tout ce qui est signe de douleur, donc on va les détailler un petit peu plus après. Et d'autres indicateurs, donc, qui concernent directement la santé. Et en fait, si on a un doute sur l'état de santé d'un cheval,
on regardera ces indicateurs qui nous permettront de savoir si on a affaire à une urgence ou pas. Donc, parmi ces indicateurs, on a la température rectale, donc elle est de 37 à 38 degrés pour un cheval adulte au repos, hein, attention, pas après avoir fait un galop d'une demi-heure. On a la fréquence cardiaque qui normalement est de 25 à 40 battements par minute, donc là, on peut l'écouter bien sûr avec un stéthoscope, mais également avec les cardiofréquencemètres qu'on trouve maintenant dans le commerce et qui sont très utilisés pour les chevaux d'endurance et de complet. On va également regarder le rythme respiratoire, donc en comptant le nombre de mouvements de la cage thoracique et de l'abdomen. Donc les valeurs normales, c'est 10 à 25 mouvements par minute. Alors, il ne doit pas y avoir d'à-coups dans la respiration. Les mouvements abdomen et cage thoracique doivent être synchrones. Le cheval ne doit pas avoir les naseaux dilatés. On ne doit pas avoir un cheval respirer par les naseaux au repos et la respiration ne doit pas être bruyante. Alors, à signaler que les indicateurs qui sont mentionnés par les astérisques, fréquence cardiaque et respiratoire, sont aussi des indicateurs de stress, de douleur, d'émotion et d'état émotionnel. Alors, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas toujours facile. Bon, autant une blessure est une blessure, autant là, on peut avoir des indicateurs qui peuvent vouloir dire plusieurs choses différentes. Donc, en fait, c'est la somme de plusieurs indicateurs qui nous orientera vers une suspicion de maladie. Et puis, on a tout ce qui concerne la digestion, avec la possibilité d'écouter les bruits digestifs et de regarder l'état des crottins ou éventuellement de voir des souillures sur le cheval qui pourront indiquer qu'il a une diarrhée. Alors là, je n'arrive pas à passer la diapositive, donc si Frédéric veut bien m'aider, ce serait très bien. Voilà, merci Frédéric. Décidément, aujourd'hui, ce n'est pas ma journée. Mais tout va bien. Alors ensuite, autres indicateurs de maladie, tout ce qui est écoulement. Écoulement au niveau du nez. Alors plus c'est épais, plus ça risque d'être grave. Au niveau des yeux, et j'ai mis entre parenthèses écoulement vulvaire ou pénien parce que c'est quand même moins fréquent. On va regarder également la couleur des muqueuses. Donc les muqueuses normales sont de couleur rosée. Bon, si elles sont trop pâles, trop foncées, voire jaunes, c'est anormal. Également, la toux va nous orienter vers une maladie. Alors, je n'arrive toujours pas à passer les diapos, je ne sais pas ce qui se passe. Donc maintenant, on va voir des indicateurs en relation avec le stress, qui sont donc transversaux à plusieurs principes. Ils pourront indiquer une maladie, mais ils pourront également indiquer une douleur, des émotions comme la peur ou des états émotionnels. Donc là encore, ça reste un petit peu plus compliqué et il faudra en fait confronter plusieurs indicateurs pour savoir si on est en présence d'un état comportemental ou d'une maladie, mais là encore, dans certains cas, seul le vétérinaire pourra le dire. Alors tout ce qui concerne l'activité ou les comportements du répertoire qui vont être modifiés. Par exemple, une locomotion augmentée, des temps de repos diminués ou des temps d'alimentation diminués, ou une augmentation des postures d'alerte, des défécations ou des vocalisations dont peuvent alerter. Également, toute apparition d'un nouveau comportement, par exemple l'agressivité. On sait par exemple que celle-ci, lorsqu'elle est dirigée envers l'homme, est associée à des douleurs dorsales. Donc d'une façon générale, on ne va pas faire de liste, mais tout changement de comportement de votre cheval par rapport au son comportement habituel est une alerte. Donc ça veut dire qu'il faut bien connaître le comportement de son cheval pour être capable de déceler toute modification. Frédéric n'arrive pas à passer les diapos. Donc, alors, on a d'autres indicateurs transversaux, donc, que sont les postures, les expressions et l'attention. Donc, vous voyez, pour toutes ces choses-là, ce sont des indicateurs cheval centrés, donc c'est très intéressant. Il faut observer son cheval. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend à faire, qu'on fait régulièrement tous les jours, et tout le temps, je dirais. Donc, tout ce qui est expression faciale, dont la position des oreilles. Alors, les expressions faciales, en fait, c'est donné par la contraction des muscles qui sont sous la peau, des muscles paussiers. Donc, il y en a un très grand nombre. Et en fait, la contraction et l'association de la contraction de plusieurs muscles va donner ce qu'on appelle une expression faciale. Donc, le sourire chez l'homme, par exemple. Donc, on sait chez le cheval. Alors, donc, chez le cheval, c'est un domaine de recherche en pleine expansion. On est loin de tout connaître. Je dirais qu'on n'en connaît qu'une toute petite partie.
mais on connaît quand même certaines significations. Et on sait par exemple que la position des oreilles, quand elles sont en arrière, pendant une période prolongée, peuvent être un signe de stress chronique, de douleur physique ou de douleur morale. On a aussi tout ce qui concerne l'attention vers l'environnement. Donc ça, c'est des sujets nouveaux dans le domaine du comportement du cheval. Et donc, par exemple, une baisse d'attention envers l'environnement pourra être signe, donc ça ce sont des publications, il y a certainement d'autres raisons, mais ce qui a été publié, ça peut être en lien avec des douleurs vertébrales et ça peut être en lien également avec un état dépressif. On a également, donc en matière de posture, là je repars sur la droite de l'écran, une posture qu'on appelle la posture figée qui est liée à un état de dépression, un état de stress chronique. Donc ça, c'est le cheval qui n'est plus réceptif à son environnement, qui ne dort pas, il a les yeux ouverts, mais fixes, le regard vague, il ne bouge ni la tête ni les oreilles. En général, il n'est pas en posture de repos sur 3 pieds, mais sur 4 pieds. Et puis on a je dirais des postures qui vont être consécutives à un certain temps, un certain délai. Elles ne vont pas apparaître tout de suite. Bon, par exemple, ça a été publié par l'équipe de Rennes, les formes d'encolure. Formes d'encolure hautes et renversées des chevaux sont associées souvent à des douleurs dorsales. Et c'est différent des encolures basses et arrondies. Diapositive suivante. Alors maintenant, on va parler de la douleur. Donc, l'objectif ici, ça n'est pas de... Enfin, disons que pour la douleur, il y a deux choses. La reconnaître et l'évaluer. Pour nous, en tant que détenteurs de chevaux, notre objectif, ça va être plutôt de reconnaître la douleur dans un premier temps. L'évaluation est plutôt du ressort du vétérinaire, mais vous verrez, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes pour nous, détenteurs de chevaux. Donc, reconnaître la douleur, eh bien, c'est tout ce qui est indicateur de stress, posture, modification d'attention, modification du comportement, et des comportements spécifiques à des douleurs particulières. Par exemple, un cheval qui a une douleur locomotrice va changer d'appui ou va changer ses appuis ou va boiter. Un cheval qui a des douleurs viscérales va se rouler. Et puis l'évaluation de la douleur, donc ça c'est un petit peu plus compliqué, mais il peut y avoir quand même des choses intéressantes pour nous. Donc ça se fait avec des échelles d'évaluation. Donc il en existe des simples avec un seul type d'indicateur. Je vais vous en donner un exemple avec l'échelle de grimace faciale. Et puis des échelles composites où là on va avoir plusieurs types d'indicateurs. Je vais vous donner un exemple également. Diapo suivante. Alors, l'échelle de grimace faciale, voilà. Elle utilise les grimaces faciales, elle fait partie du protocole AWIN et donc elle va regarder en fait un certain nombre de sites sur la face. Donc il y a 6 sites. Et moi je vais aujourd'hui vous parler des 3 plus faciles à observer. Donc les oreilles fortement en arrière. Donc on va avoir 3 niveaux. Le niveau 0, où les oreilles ne sont pas en arrière. Le niveau 1, où c'est modérément présent. Et le niveau 2, où c'est vraiment présent. La deuxième unité faciale qui est facile à regarder, c'est le rétrécissement de l'orbite, de plus en plus rétréci avec une douleur accrue. Et la troisième unité faciale facile à repérer, c'est la dilatation des naseaux, donc de plus en plus dilatés quand la douleur augmente. Bon, les 3 autres unités sont un petit peu plus délicates à observer. Donc sur la photo de droite, on a un cheval qui présente un score de douleur de 8 par exemple. Donc ça a été fait sur des chevaux après castration, qui éprouvaient une certaine douleur. Diapo suivante. Donc maintenant, une échelle composite, voilà, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça va être aussi beaucoup plus précis. Donc ça, c'est utilisé par une équipe de recherche qui travaille notamment dans une école vétérinaire, si je ne me trompe. Donc là, on a 2 types d'indicateurs qui sont indiqués par les flèches, avec donc des valeurs physiologiques et des valeurs comportementales. Donc, pour les valeurs physiologiques, bon, vous voyez, il y en a plusieurs, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, donc je ne vais pas tous les détailler. Et pour la fréquence cardiaque, on a des intervalles. Donc, 24-44 battements par minute, c'est considéré comme normal. On aura un score de 0. Et puis, au fur et à mesure de l'augmentation des battements cardiaques, on va augmenter le score pour aller donc jusqu'à un score de 3. Et ça, donc, pour tous les indicateurs. Et la même chose pour un certain nombre d'indicateurs comportementaux, donc, que je vous ai mis en dessous. Donc, je vous en ai détaillé un, qui est la posture.
On va ensuite faire la somme de tous ces indicateurs, le score maximal étant de 42, bien sûr on n'y arrive jamais. À savoir que si le score est supérieur à 5, en général on est en présence d'un cheval qui a des coliques, et s'il est supérieur à 11, c'est grave. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez trouver cette fiche-là à l'adresse que je vous ai indiquée, c'est associé à une fiche Wikipédia. Diapo suivante. Donc maintenant, voilà, on a terminé la santé, on va passer au comportement. Donc, premier indicateur, vérifier que le cheval exprime bien les comportements sociaux et les comportements normaux de l'espèce. Donc, pour ceux qui ont déjà assisté à des conférences sur le comportement et le bien-être, là, vous avez un budget temps, donc qui représente le pourcentage des activités du cheval, en l'occurrence là, sur 24 heures pour des chevaux en conditions semi-naturelles. Donc, on voit que les comportements sociaux et de maintenance ne représentent qu'une petite partie du budget temps, 0 à 5% du temps. Ils sont pourtant très importants. Et puis, les autres comportements représentent le reste du temps. Donc, en fait, quand on fait un budget temps, toute apparition ou disparition d'un comportement ou toute modification dans les proportions des comportements peut être une altération potentielle du bien-être. Donc ça, c'est très utilisé dans le domaine expérimental, parce que bien sûr, c'est très précis. Mais il faut savoir que sont en train d'apparaître sur le marché actuellement des outils connectés pour les détenteurs de chevaux qui vont permettre de mesurer notamment les différents types d'activités des chevaux. Diapo suivant. Alors, deuxième critère dans ce domaine-là, la possibilité d'exprimer des comportements sociaux. Donc là, il y a des indicateurs centrés sur le cheval. On va voir les animaux qui interagissent directement. Dans le domaine expérimental, on a des indicateurs un petit peu plus précis, comme compter le nombre d'interactions. Et on peut, si on ne voit pas les chevaux interagir, apprécier les possibilités d'interaction. Donc par exemple, quand on a des box avec des barreaux, les chevaux pourront au moins se sentir et bien sûr se voir. Quand on a le petit cheval qui est dans le box tout seul, là, probablement, s'il ne voit pas de chevaux de l'autre côté de la cour, celui-là, il n'a aucune possibilité d'interaction. Diapo suivante. Alors ensuite, quand on a terminé avec les comportements normaux, on peut avoir l'apparition de comportements anormaux. Il s'agit des stéréotypies, encore appelées tics, qui sont des séquences de mouvements répétitifs et relativement invariants, sans but ni fonction évidente, et qui sont des signes de mal-être, soit présents, soit passés. Donc, on peut soit les observer directement, soit voir des traces de ces indicateurs. Par exemple, là, vous avez des traces laissées sur les cloisons par des chevaux qui ont mangé le bois. Donc là, il ne s'agit peut-être pas de stéréotypie, mais de chevaux qui, peut-être, exprimeront des stéréotypies un peu de temps après. Donc là, en l'occurrence, vous avez sur ce sujet-là des précisions dans le blog Comportement Bien-être et prochainement 2 webconférences sur le sujet. Diapo. Donc ensuite, la relation à l'homme, elle est établie à l'aide de tests. Donc il en existe beaucoup de tests. Donc là, je vous ai juste donné les grandes lignes. On a le test de l'homme immobile, qui va rentrer dans le box et qui ne bouge plus, et on voit ce que fait le cheval. On a le test de l'homme en mouvement normal, c'est l'exemple que je vais vous donner, ou apparition soudaine à la porte du box. Et puis on a différents tests de manipulation, mise d'un licol, passage d'un obstacle en main, etc. Donc celui qui est illustré là, en fait, il fait partie du protocole AWIN, il est en 2 parties. On va s'approcher de la porte du box, donc c'est très standardisé, hein, 1 pas par seconde, avec le bras à 45 degrés. On arrive jusqu'à la porte du box, ça c'est la première partie du test, et on regarde si le cheval présente des signes positifs ou négatifs. Et puis la deuxième partie, on va faire semblant d'ouvrir la porte du box, et là encore on regarde quels sont les signes présentés par le cheval. Et ça va mettre en évidence un mal-être associé bien sûr à la présence de l'homme. Diapo. On arrive maintenant au dernier critère, les émotions et les états émotionnels. Ça, c'est une partie très importante, mais qui, là encore, je dirais, on en est au début des connaissances dans ce domaine-là, sur les animaux d'une façon générale et sur le cheval. Alors, qu'est-ce qu'une émotion tout d'abord? Une émotion, c'est une réaction transitoire à un événement déclenchant qui est associée à des modifications comportementales. Donc là, par exemple, est représentée la peur avec un écart.
physiologique, avec une modification par exemple du rythme cardiaque, et cognitive au niveau du cerveau, où le cerveau va percevoir, analyser et mémoriser l'information. Donc vous voyez que cette définition scientifique est assez précise. Donc les chevaux peuvent éprouver des émotions positives, on connaît notamment le plaisir, et des émotions négatives comme la peur et la frustration. Diapo. Les états émotionnels, c'est une accumulation d'émotions, donc des états affectifs prolongés, et là encore, on peut avoir des états émotionnels positifs, donc là on ne connaît pas bien ce que c'est chez le cheval encore, et des états émotionnels négatifs comme la dépression et l'anxiété. Diapo suivante. Alors voilà ce qu'on connaît aujourd'hui sur les indicateurs comportementaux d'émotions et d'états émotionnels. Pour les émotions et états émotionnels négatifs, qui sont mieux connus, c'est tout ce que je vous ai dit au préalable. Donc on retrouve dans la diapo sur la santé, avec les indicateurs de peur, de douleur, de stress, les postures, expressions et attention. Maintenant, en ce qui concerne les émotions et états émotionnels positifs, beaucoup moins d'informations sur ce sujet-là. On peut tout d'abord proposer que on n'a pas d'indicateur révélant des états négatifs. On a maintenant quelques informations quand même sur certaines expressions faciales ou certaines vocalisations. Alors là, je vous ai mis quelques exemples qu'on retrouve dans la bibliographie. Par exemple, l'attention du cheval envers son entraîneur quand il est travaillé en renforcement positif témoigne probablement d'émotions positives. De même, l'appel de contact, donc ça dans le cadre des vocalisations, soit la jument vers son poulain, soit le cheval vers son soigneur, sont probablement des indicateurs d'émotions positives. Et puis les interactions. Alors soit les interactions entre chevaux, ou les interactions avec l'homme, comme le grattage du garrot quand le cheval est habitué. Et là, en l'occurrence, on voit bien que les expressions faciales des chevaux et les postures sont tout à fait différentes de ce que l'on a quand on a des émotions négatives. Diapo suivante. Donc là, je vous ai mis un tableau ça s'appelle l'appréciation qualitative du comportement, qui fait partie également du protocole AWIN, donc qui peut être mis à disposition des détenteurs, mais à savoir qu'il n'y a pas encore vraiment de consensus scientifique sur cette appréciation qualitative du comportement aujourd'hui, et elle est en cours d'évaluation, notamment au sein de notre laboratoire. Bon, en fait, ça paraît simple. Il s'agit d'évaluer le langage du corps, les émotions ou les états émotionnels avec des mots du langage courant. Donc ça a été mis au point sur d'autres espèces que le cheval, et donc retranscrit sur le cheval. Donc effectivement, ça peut paraître facile avec le terme agressif. Donc là, vous avez toutes les définitions qui correspondent à chaque mot. Par contre, quand on a le mot heureux, c'est un petit peu plus difficile à appliquer au cheval. Bon, pour les dresseurs, les cavaliers de dressage, pardon, c'est le mot qui est cité dans le règlement de la Fédération équestre internationale pour citer le cheval de dressage qui est un athlète heureux. Bon, nous, en tant que scientifiques, on a un peu de mal à exprimer ce que signifie ce mot-là. Bon, par contre, pour les autres mots, ça paraît faisable et on l'a testé dans le labo. Bon, il semble que ça puisse donner des résultats assez intéressants. Diapo suivante. Donc enfin, pour les émotions et états émotionnels, on a des indicateurs physiologiques, bien sûr moins utilisables par les cavaliers détenteurs. Donc tout ce qui est constante cardiaque, le cortisol qui est appelé hormone du stress, mais qui est aussi l'hormone de l'activité et des émotions, mais elle est réservée au domaine expérimental. Et puis on a des indicateurs nouveaux qui apparaissent. Donc la thermographie infrarouge, en fait il s'agit de filmer avec une caméra infrarouge certaines zones du cheval. Donc en l'occurrence, chez le cheval, c'est une petite zone de l'œil, la caroncule, qui est filmée. Ou alors on peut aussi travailler sur la peau. Et donc là, en l'occurrence, des publications ont montré que la température de l'œil augmentait pour le cheval au travail. Donc ça pouvait être lié au stress ou à l'activité physique, mais ça a pu être attribué au stress dans une publique qui a travaillé sur les chevaux de CSO, sur les chevaux longés et sur des chevaux soumis à des tests de peur. Et puis on peut avoir également une diminution de la température. Donc là, c'est interprété comme une réduction de la circulation sanguine. Et ça, alors c'est très intéressant aussi, ça a été montré dans le cadre d'une expérience qui a testé les effets de museroles très serrés, trop serrés. On a également une
perspective de nouvel indicateur avec la mesure des ondes cérébrales. Donc normalement, ça se fait avec un électroencéphalogramme qui demande des poses d'électrodes, donc c'est assez invasif. Là, en l'occurrence, a été proposé par l'équipe de Rennes récemment, un casque qu'on pose sur la tête du cheval, éveillé et mobile. Et là, ça donne des perspectives très intéressantes pour évaluer l'attention et l'éveil, et peut-être, pourquoi pas un jour, les émotions. Dernière chose, diapo suivante, dernière chose sur les émotions, les tests. Voilà, les chercheurs ont mis au point dans les autres espèces, et donc ça a été essayé également sur le cheval, des tests pour savoir quelles sont les préférences des chevaux. Donc vous avez peut-être vu sur notre blog récemment, on a mis une expérimentation qui a testé les préférences des chevaux pour et sans couverture. Bon là c'est un petit peu différent, je vous parle de tests en conditionnement opérant, où en fait les chevaux travaillent pour obtenir une récompense, hein, ils appuient sur un levier un certain nombre de fois pour que l'aliment soit délivré. Et donc on a pu voir en testant en parallèle s'ils préfèrent l'aliment, la sortie en liberté au paddock seul ou la sortie au paddock avec des congénères, ils préfèrent de loin l'aliment. Ce sont des gros gourmands. Ensuite, il y a également des tests de choix. Donc là, on propose au cheval en général un labyrinthe en Y où il peut choisir deux possibilités. Donc dans un choix simple, le cheval préfère rester au box qu'aller travailler dans un marcheur. Il préfère aller au paddock seul que rester dans son box. Et là, un petit peu plus compliqué, on a testé des choix sur la durée et il préfère rester au paddock plus longtemps lorsqu'il est avec un congénère que lorsqu'il est tout seul. Diapo suivante, dernier test, très intéressant, ce sont les tests là qui permettent d'avoir une idée sur les états émotionnels. Donc là, on rentre dans des domaines scientifiques très récents. Il s'agit des biais de jugement cognitif qui, en fait, sont issus de résultats chez l'homme, où en fait, les personnes dépressives tendent à juger négativement des événements qui sont ambigus. Donc c'est le problème du verre à moitié plein, que verront les optimistes, et du verre à moitié vide, que verront les pessimistes. Donc là, en fait, il s'agit d'une expérimentation qui a été menée au CNRS de Rennes, où en fait les chevaux apprenaient la position positive d'un saut avec un aliment appétant et la position négative d'un saut avec un aliment aversif. Et ensuite, les scientifiques leur ont mis des sauts en position intermédiaire, donc en enlevant les autres, bien sûr. Et ça a été testé avec deux types de chevaux. Un groupe de chevaux qui avait été vérifié comme étant en état de bien-être positif et un lot de chevaux qui ont été vérifiés en état de bien-être négatif. Eh bien, en fait, les chevaux en bien-être positif ont approché alors plus vite le saut en position négatif moins, donc le plus près de la position négative initiale, et l'ont également approché plus près. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Donc ce qu'il faut retenir sur les indicateurs de bien-être des équidés, c'est que le bien-être est multidimensionnel, qu'il faut plusieurs indicateurs et qu'il est vraiment important d'utiliser les deux types d'indicateurs, environnementaux et animal-centrés. Il est primordial d'observer son cheval dans les conditions normales pour savoir quel est son comportement normal et être capable de déceler toute modification. Et quand on connaît bien son cheval, effectivement, on décèle toute modification, même minime. Mais le problème, c'est qu'un même indicateur peut révéler des problèmes différents, d'où l'intérêt d'en associer plusieurs. Et puis, bon, se rappeler bien que c'est un domaine de recherche évolutif, donc on cherche de nouveaux indicateurs, faciles à évaluer, bien évidemment, on vous en fera part dès que nous aurons des résultats toujours nouveaux et intéressants dans ce domaine. Voilà, je vous remercie donc d'avoir attendu la fin de la webconférence pour maintenant poser vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions par l'intermédiaire du chat. Et donc, j'y répondrai dans la mesure du possible. Si par hasard, je ne savais pas répondre, je vous inviterai à m'envoyer votre question par mail, puisque vous avez mon adresse sur la première diapo. Et je vous répondrai en direct. Alors, question numéro 1. Au pré, ma jument ronge les barrières en bois. Pourquoi? Alors, je vais
je ne sais pas si je vais pouvoir vous donner la bonne réponse. Disons qu'il peut y avoir plusieurs possibilités, hein. C'est pas évident de répondre de but en blanc à une question comme ça. Ça peut venir également de loin. Donc il y a 2 possibilités en fait. Soit, elle a un certain inconfort au niveau du pré, c'est-à-dire qu'elle s'ennuie. En général, un cheval, quand il est dans un pré, dans un groupe où il est bien, incorporé et s'il a, du fourrage à manger à volonté, est-ce qu'il peut se déplacer à volonté, il n'a aucune raison de manger le bois. Si il s'ennuie, s'il lui manque quelque chose, ou si il exprime un stress, qu'il est mal dans son groupe par exemple, il est possible qu'il se mette à manger le bois. Et puis ça peut être devenu une stéréotypie. Donc à partir de là, effectivement, si c'est une stéréotypie, c'est beaucoup plus difficile à limiter. Donc il faut vraiment essayer de remonter, savoir depuis quand elle le fait, essayer de voir quelles sont les conditions, s'il n'y a pas d'autres indicateurs qui montrent qu'il y a un souci où elle est, et à partir de là, essayer d'améliorer la situation. Alors, Q2, question 2. On découvre beaucoup de choses et une révision sera nécessaire, merci. Ah, bah d'accord, effectivement. Oui, alors l'objectif, hein, c'est effectivement cette conférence, elle était un petit peu longue, je me suis rendu compte en la faisant, il y a beaucoup de choses à dire et je suis loin de vous avoir tout dit. Donc bien sûr, après, on va repréciser différents points qui n'ont pas été détaillés. Mais comme je vous l'ai dit, oui, c'est un domaine qui est vraiment en expansion et très très intéressant pour comprendre ces chevaux. Alors, question numéro 3. Quels seraient, selon vous, les indicateurs les plus intéressants pour évaluer le bien-être du cheval au travail? Ah, alors là, je ne vais pas trop vous dévoiler ma prochaine webconférence sur le sujet. En fait, cette webconférence, elle est prévue à la fin du trimestre, hein, c'est-à-dire fin juin, début juillet, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de protocole d'évaluation qui intègre ces indicateurs, mais on a déjà un certain nombre d'indicateurs. Donc là, pour le coup, moi, je vous donne rendez-vous à cette webconférence. Et d'ici là, vous pouvez très bien observer votre cheval au travail, que ce soit à pied, monté ou attelé, hein, je ne sais pas ce que vous pratiquez comme type de travail, et observer et regarder, et vous viendrez avec ces informations-là, et à ce moment-là, on pourra en discuter lors de cette webconférence. Question numéro 4. Que signifie une absence de poils? Ah, alors là, effectivement, bon, je suis bien vétérinaire, mais j'ai pas assez d'informations là, en l'occurrence, pour vous donner la réponse. Et puis bon, si c'était aussi facile, les vétérinaires consulteraient par téléphone et ne se déplaceraient pas pour voir les chevaux. Bon, là, il y a plein de choses, hein. Est-ce que c'est localisé, généralisé, des petits points, des grandes plaques? Est-ce que c'est irrité, pas irrité? Est-ce que ça gratte? Est-ce que ça gratte pas? À partir de là, voilà, si éventuellement vous me donnez quelques infos complémentaires, je peux peut-être vous orienter, mais bon, d'une part, on n'est pas trop prévu qu'on traite les cas particuliers, et puis on ne voit pas les animaux, donc l'observation est capitale. Donc à savoir, mais si ça gêne vraiment votre cheval, effectivement, il faut consulter un vétérinaire. Ça peut être aussi un poil abîmé, un poil piqué, ça peut être plein de choses. Alors, question numéro 5. Ah, quand je tresse mon cheval pour un concours, il me fait des crottins très liquides. Comment l'aider à déstresser? Alors là, on est dans le domaine du comportement et des apprentissages, mais bon, on peut en parler, hein, effectivement, parce que effectivement, là en l'occurrence, bon, ce qui semble quasi évident dans votre cas, c'est que le cheval associe le tressage à un stress. Alors, est-ce qu'il n'y a que le tressage à ce moment-là, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent autour de vous? Est-ce qu'il y a les préparatifs du concours, c'est-à-dire l'effervescence dans l'écurie, les autres chevaux qui sont préparés, ou est-ce qu'il associe ça au, aux préparatifs du concours, ou est-ce qu'il associe ça au tressage? C'est-à-dire qu'un jour dans sa vie, il a eu un tressage qui a été associé, hein, donc ce qu'on appelle
du comportement, des conditionnements classiques associatifs où il associe le tressage à quelque chose qui l'a fait stresser. Donc là, effectivement, c'est difficile à savoir, il faut que vous essayiez des choses. Ce que vous pouvez faire, c'est y aller très progressivement. Faire de l'habituation. Je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence sur l'habituation. Là, en l'occurrence, il faut faire des essais. Quand on a un problème avec un cheval, c'est pas forcément la première solution qu'on va choisir qui sera la bonne. Il faut essayer et voir si ça marche. Et puis bon, c'est aussi bien de voir le cheval en vrai. Mais donc moi, ce que j'essaierais, c'est hors concours, de tresser mon cheval hors concours pour voir si c'est pareil. Et puis éventuellement d'associer ça à quelque chose de positif, comme lui donner à manger en même temps que je le tresse, mais déjà commencer à faire ça hors un jour où il n'y a pas de concours, faire une tresse, deux tresses, pour voir si c'est le tressage ou si c'est l'environnement qui prépare de préparation au concours. Et puis après, y aller très progressivement, essayer de faire ça dans un environnement calme, essayer donc de faire une tresse, deux tresses, et puis c'est tout. Et puis le lendemain, de refaire une tresse, deux tresses, enfin faire de l'habituation en fait, voir si et d'associer ça avec quelque chose d'agréable. Donc maintenant, s'il associe ça à la préparation au concours, il va falloir le déstresser sur la préparation au concours lui-même. Donc voilà, c'est encore autre chose. Alors, question numéro 7. Ma jument âgée a les yeux qui coulent depuis longtemps sans autres indicateurs visibles. Alors bon, la première question que je vais vous poser, il faudrait la montrer à un vétérinaire. Ça peut très bien être, ça peut être plusieurs choses. Là, moi, je ne peux pas vous dire à distance. Ça peut être un problème de conjonctivite. À savoir, est-ce que c'est toujours à la même période ou toute l'année ou plutôt quand il y a des insectes? Est-ce que ça peut être aussi lié à des poussières dans le foin? Ça peut être une conjonctivite. On va savoir est-ce que vous avez traité, pas traité? Non. Un problème d'yeux, on fait pas grand-chose en tant que détenteur. On se cantonne à mettre du sérum physiologique et si ça ne fait rien, on appelle le vétérinaire parce que le cheval peut perdre la vue. Ça peut aussi être lié à une maladie sous-jacente. Par exemple, les chevaux qui, dans certains cas de syndrome de Cushing, où les chevaux vont avoir les yeux qui coulent. Donc là, en l'occurrence, je vous conseille de la montrer au véto quand il va venir faire le vaccin, par exemple. Alors, question 6, au-dessus. Alors là, question 6 au-dessus. Ah, pardon, j'ai passé la question 6. Excusez-moi. Alors, ma jument modifie immédiatement son comportement selon la personne qu'elle voit. Position agressive, tête en avant, oreille en arrière. Morsure de la porte, est-ce un signe de stress? Donc, ça veut dire qu'elle le fait avec certaines personnes et elle ne le fait pas avec d'autres, si je comprends bien. Donc, un signe de stress ou un signe d'agressivité envers la personne. Donc, ça veut dire quoi? Bon, il faut essayer de savoir quelle personne est dans et quelles conditions. Elle peut associer ça à une personne avec lesquelles elle a une moins bonne relation, alors pour des raisons diverses, mais les chevaux peuvent aussi faire des associations. C'est-à-dire que les personnes en question peuvent lui rappeler une situation où elle a été stressée, où elle a eu mal. Si elle ne le fait pas avec tout le monde, et notamment si elle ne le fait pas avec vous, son propriétaire ou détenteur, bon, je dirais que c'est plutôt bon signe. Bon, sinon, les chevaux qui sont agressifs en permanence, souvent c'est signe de douleur ou d'un problème comportemental autre. Mais si c'est avec certaines personnes, c'est qu'il y a une association qui est faite avec ces personnes-là.
Alors après, c'est pareil, hein, il faut essayer de remonter, de comprendre depuis quand, qu'est-ce qui a pu se passer depuis. Et là, effectivement, bah, ça, il n'y a que vous qui puissiez essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Mais effectivement, la position agressive, tête en avant, et en arrière, morsure de la porte, ça, c'est pas normal du tout, hein. C'est un comportement anormal, oui. Alors, je vais essayer de ne pas en rater cette fois-ci. Question numéro 8. Vos tests permettant aux chevaux de choisir une option, avoir une couverture, sont-ils reproductibles facilement dans la vie? Peut-on trouver les protocoles? Oh là là, oui, non, c'est pas facile, hein. C'est pas facile à reproduire. En fait, les protocoles, oui, bien sûr, hein, ils sont publiés dans des publications internationales. Donc, si vous êtes intéressé, ben, vous me dites que je pourrais vous en envoyer quelques-uns. Là, en fait, il faut que ce soit très standardisé. Il faut déjà apprendre aux chevaux. Par exemple, pour la couverture, ben, vous pourrez aller lire l'article sur notre blog. On a appris aux chevaux à parler, c'est-à-dire à parler avec des symboles. C'est-à-dire mettre la couverture, c'était par exemple, il devait montrer avec le nez un carré bleu, enlever la couverture, il devait montrer avec le nez un carré rouge. Donc il faut déjà apprendre aux chevaux à parler, mais ça ils l'ont fait très bien. Et puis après, il faut mener les tests, ce sont des expérimentations, hein, donc avec des animaux semblables, homogènes, d'âge comparable, et avec les résultats des tests, hein, qui sont récupérés de façon scientifique, donc c'est pas facile, hein, du tout. Mais bon, vous pouvez quand même, vous, faire des tests sur le choix d'une nourriture, par exemple. Ça, c'est facile, un test de choix. Est-ce que le cheval préfère le concentré à l'avoine? Ça, vous pouvez déjà avoir une idée tout seul. Voilà. Mais bon, normalement, dans un contexte scientifique, c'est pas si simple que ça. Alors, question numéro 9. J'ai une jument d'endurance qui a un cardiaque qui augmente lorsqu'elle se trouve en présence d'un vétérinaire. J'ai essayé une désensibilisation par l'usage d'un stéthoscope à chaque passage. C'est mieux, mais avez-vous d'autres pistes? Ah là là, oui, effectivement, ça c'est la peur du vétérinaire. C'est effectivement compliqué. Peut-être qu'elle a peur des injections, si la jument en question, donc il faudrait peut-être qu'elle associe le vétérinaire à l'injection ou à des gestes qui lui ont été désagréables. C'est un petit peu. Bon là on n'est plus dans les indicateurs de bien-être, là pour le coup, on est dans les apprentissages. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que votre jument est stressée quand il y a un veto. Effectivement, c'est gênant parce que bah, du coup, votre rythme cardiaque, il est biaisé. Il faudrait que non, effectivement, j'ai pas. Il faudrait le faire avec le vétérinaire en question, la désensibilisation. Et, elle associe peut-être ça effectivement au stéthoscope en compétition d'endurance. Donc là, effectivement, c'est difficile, hein. Vous pouvez peut-être associer ça à un renforcement positif, éventuellement. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez le droit en compétition, mais vous, quand vous faites le stéto chez vous, vous l'associez à un renforcement positif. Et vous faites le même renforcement positif quand le veto mesure le rythme cardiaque. Mais je ne sais pas si vous avez le droit de le faire, hein. Je ne connais pas les règlements. Mais éventuellement, essayez cette piste-là. Alors, question numéro 10. J'ai vu ce matin que ma jument grise de 17 ans a 2 petites boules près de l'anus. Si c'est un mélanome, avez-vous des conseils? Non. Ah là là, pour ne pas que ça s'aggrave. Non, non, bon, là, on sort complètement du sujet, hein, des webconférences, mais non, j'ai pas de conseils parce qu'il n'y a pas de traitement, hein, ou peu de traitement, je dirais. Bon, le mieux, c'est effectivement de surveiller, hein, l'évolution, la croissance, que ça la gêne pas dans sa vie quotidienne. Mais effectivement, les mélanomes, c'est quelque chose de pas facile. Il n'y a plus de questions. Ah, d'accord. Très bien, donc il faut conclure. Donc, sur la diapo précédente, vous aviez
Les endroits où vous pouvez trouver des infos complémentaires, hein, avec les adresses, les fiches Wikipédia, le blog, et puis le guide sur l'éthologie et le comportement. À savoir, fin mars, début avril, va sortir un livre sur le bien-être du cheval, donc sur la base de toutes les publications scientifiques. Donc j'espère que lors de la prochaine webconférence, je pourrai vous donner les références. Ensuite, donc les programmes des futures webconférences. Merci. Donc les principes de l'apprentissage 2 avec les conditionnements opérants et les renforcements. Donc on en a un petit peu parlé aujourd'hui, le 30 mars avec ma collègue Marianne Vidamant. Et donc moi je vous présenterai 2 conférences sur les stéréotypies à la suite, 2 semaines de suite, les 6 et 13 avril. Donc pourquoi 2 conférences? Parce que c'est un sujet qui demande à être bien exploré, surtout quand on a ce problème-là, et surtout quand on ne veut pas que ça arrive. Et puis je vous présenterai donc fin juin, début juillet, les indicateurs du bien-être du cheval monté. Donc vous allez avoir, vous pouvez télécharger, vous allez pouvoir télécharger, voilà, là toutes les indications donc pour télécharger le document PDF de ma présentation. Et ensuite vous êtes invité à remplir un questionnaire de satisfaction. Donc en ligne, à savoir que vous pouvez le télécharger seulement en ligne maintenant et pas ultérieurement. Donc merci de le faire, ça va vraiment nous permettre d'améliorer, enfin d'avoir une idée sur ce que vous en pensez, d'améliorer nos webconférences sur les différents plans, hein, de voir ce qui va bien, ce qui va moins bien, comment vous souhaitez qu'on évolue, également quels sont les sujets qui vous intéressent plus particulièrement, notamment également si vous souhaitez qu'on approfondisse des webconférences qu'on vous a présentées au préalable, ou voir si vous souhaitez qu'on vous présente à nouveau des conférences que vous n'avez pas pu voir. Donc merci de rester un petit peu pour remplir ce questionnaire. Voilà, on va en tenir compte hein, au mieux. Et donc maintenant, je vais vous laisser répondre. Moi, je voulais vous remercier pour votre présence avec moi pendant cette heure. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, j'espère vous revoir pour les conférences sur les stéréotypies. Bon, même si vous n'avez pas ce problème, je pense que c'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient et comment on peut les éviter. Voilà, merci et bonne soirée à tous.